Le 14 juillet 2011, à 6 heures du matin, une femme court pieds nus dans les rues calmes de White Plain, banlieue résidentielle de New York. Son pyjama est taché, ses mains tremblent, son cri perce le silence. Mes enfants, ils ont disparu. Quelques minutes plus tard, la police entre dans un appartement parfaitement rangé, trop rangé. Pas un bruit, pas un jouet au sol, pas une trace de lutte. Seulement, une odeur douce et métallique, celle qu'on respire après la pluie ou après le sang. Cette femme, c'est Alice Crimmins. Et dans quelques jours, l'Amérique tout entière la désignera comme la mère la plus haïe du pays. Bruit d'un magnétophone qui s'enclenche, une voix grave murmure « Les enfants ne disparaissent pas comme ça. Avant qu'on découvre ce qui s'est vraiment passé, abonne-toi pour ne jamais rater nos histoires les plus terrifiantes. Et aide-nous à faire grandir cette chaîne. » Alice Crimmins avait 29 ans. Ancienne hôtesse de l'air, divorcée, mère de 2 enfants, Eddie Jr., 5 ans, et Missy, 4 ans. Elle vivait dans un petit appartement propret, au rez-de-chaussée d'un immeuble paisible. Toujours maquillée, brushing parfait, silhouette entretenue, dans une Amérique encore puritaine, ça dérangeait. Les voisins la trouvaient trop libre, trop belle pour une mère célibataire. Son ex-mari, Ed Crimmins, la surveillait. Il appelait souvent, passait devant chez elle, posait des questions aux enfants. Alice, elle, tentait juste de reprendre sa vie, entre les regards lourds et les jugements. Et puis, il y avait ce détail troublant. Chaque soir, avant de se coucher, elle fermait toutes les fenêtres, verrouillait la porte, vérifiait la chambre des enfants. Le 13 juillet, elle avait fait la même chose. Pourtant, au matin, leurs lits étaient en vide. Silence. Battement de cœur. Une voix chuchote. « Tu les as bien couchés, Alice, n'est-ce pas ?» Alice Crimmins avait 29 ans. Ancienne hôtesse de l'air, divorcée, mère de 2 enfants. Eddie Jr., 5 ans, et Missy, 4 ans. Elle vivait dans un petit appartement propret, au rez-de-chaussée d'un immeuble paisible. Toujours maquillée, brushing parfait, silhouette entretenue, dans une Amérique encore puritaine, ça dérangeait. Les voisins la trouvaient trop libre, trop belle pour une mère célibataire. Son ex-mari, Ed Crimmins, la surveillait. Il appelait souvent, passait devant chez elle, posait des questions aux enfants. Alice, elle, tentait juste de reprendre sa vie, entre les regards lourds et les jugements. Et puis il y avait ce détail troublant. Chaque soir, avant de se coucher, elle fermait toutes les fenêtres, verrouillait la porte, vérifiait la chambre des enfants. Le 13 juillet, elle avait fait la même chose. Pourtant, au matin, leurs lits étaient en vide. Silence. Battement de cœur. Une voix chuchote. « Tu les as bien couchés, Alice, n'est-ce pas ?» Quand les policiers arrivent, Alice les attend devant la porte. Elle fume nerveusement, le regard fixe, sans larmes. Un agent note, elle semble froide, presque absente. L'appartement est d'une propreté dérangeante. Le salon sent la lavande, la cuisine le café encore chaud, mais aucune trace d'enfant. Sur les lits, les draps sont tirés, les oreillers bien placés, sauf un détail, une peluche, retournée à l'envers, les yeux vers le mur. Alice répète « Je les ai couchés à 8 heures, j'ai vérifié les fenêtres. Je suis sortie 10 minutes pour promener le chien. Quand je suis revenue, tout était fermé, mais ils n'étaient plus là. Les agents inspectent chaque recoin. Rien. Pas de bris de vitre, pas d'effraction. Seulement un parfum étrange, à peine perceptible, un mélange de talc et d'eau de javel. Dehors, les voisins observent, murmurent. Elle sort tard, elle voit des hommes. C'est pas une vraie mère, celle-là. La presse s'en mêle dès le lendemain. Les journaux titrent « Les enfants Crimmins disparus, la mère trop parfaite ?» En quelques heures, la scène de crime devient un cirque médiatique. Les caméras se pressent, les photographes capturent son visage impassible. Alice devient un spectacle, une énigme publique. Chaque geste, chaque mot, chaque mèche de cheveux analysée. Mais quelque chose échappe à tout le monde. Derrière le mur de la chambre des enfants, dans une fissure invisible, un voisin a entendu un bruit cette nuit-là. Un grincement métallique, puis un chuchotement étouffé. Il n'a rien dit. 3 jours plus tard, dans un terrain vague, à moins d'1 kilomètre de chez elle, on découvre un petit corps recouvert d'herbes hautes. Le pyjama est encore humide, les mains jointes,
comme si l'enfant avait prié avant la fin. La police appelle Alice. Elle regarde la photo, puis détourne les yeux. Ce n'est pas mon fils. Mais sa voix se brise. Musique, souffle sourd, notes de piano dissonantes. La presse jubile. Pour l'Amérique des années 2000, une mère qui ne pleure pas est forcément coupable. Et bientôt, ce n'est plus une disparition qu'on commente, mais le procès d'une femme jugée avant même d'avoir parlé. Bruit de flash, coupure de journaux, puis un murmure glaçant. Parfois, le monstre dort dans la chambre d'à côté. Alice Crimmins, la mère des enfants disparus, vient d'être arrêtée pour suspicion d'homicide. Le 21 juillet 2011, tout bascule. Les enquêteurs affirment avoir trouvé des fibres du pyjama de Missy dans le coffre de la voiture d'Alice. Pas de sang, pas d'empreinte, juste des fibres. Mais l'opinion publique n'a pas besoin de plus. La femme élégante, maquillée, qui sourit malgré tout, devient le visage du mal maternel. Chaque émission de télé, chaque journal en fait sa cible. On l'appelle la poupée sans cœur. Certains crient à la sorcellerie moderne. Comment une mère peut rester si calme après la mort de ses enfants? Silence. Légère respiration dans un micro. Ce que personne ne sait, c'est qu'Alice reçoit, depuis plusieurs jours, des appels anonymes. Toujours à la même heure. Toujours la même voix rauque. Tu sais ce que tu as fait, Alice, même si tu refuses de t'en souvenir. Les enquêteurs retracent les numéros. Rien. Les appels ne proviennent d'aucune ligne connue. Un technicien affirme même que le téléphone n'a jamais sonné officiellement ces soirs-là. Alice commence à douter d'elle-même. Elle dit entendre des bruits derrière le mur, des pas d'enfants la nuit, des voix qui murmurent son nom. Mais personne ne la croit. Son avocat la supplie de se taire. Chaque mot que tu dis te condamne davantage. Un soir, un détective, Frank Ellison, entre discrètement dans l'appartement. Il trouve, derrière une cloison du salon, une tache brunâtre. On la gratte, c'est du sang séché. Pas celui d'un adulte. Pas celui d'Alice. Le rapport disparaîtra mystérieusement du dossier le lendemain. Musique, grondements sourds, tension qui monte. Pendant le procès, la salle est pleine à craquer. Alice, en tailleur beige, fixe le juge sans ciller. Le procureur parle de jalousie, de narcissisme, de rage maternelle. Elle voulait sa liberté. Les enfants étaient un fardeau. Mais quand vient son tour, Alice se lève, la voix tremblante. « Je n'ai jamais voulu ça. J'aimais mes enfants, plus que ma propre vie. » Un silence s'installe. Puis, tout au fond de la salle, un homme se met à rire doucement. Personne ne le connaît. Quand les policiers veulent l'approcher, il a déjà disparu. Bruit de vent dans un micro, coupure brutale du son. Ce soir-là, la ville entière parle d'un spectre dans le tribunal. Mais pour la justice américaine, les fantômes ne témoignent pas. Alice est assignée à résidence en attendant le verdict. Sa maison, vidée de toute présence, semble respirer par à-coups. Le parquet craque la nuit, comme si quelqu'un marchait pieds nus dans le couloir des enfants. Les voisins disent que la lumière de la chambre de Missy reste allumée, parfois jusqu'à l'aube. Mais Alice jure l'éteindre chaque soir. Alors, une nuit, elle décide de vérifier. Bruit d'une poignée qu'on tourne. Grincement. La porte s'ouvre lentement. L'air y est glacial, plus froid que le reste de la maison. Sur le mur, des traces de petites mains, à hauteur d'enfant, et cette odeur de talc et de métal, la même que le matin de la disparition. Alice s'avance, murmure. « Missy » ? Eddie ? Une brise lui caresse la nuque. Le rideau se soulève à peine. Et sur le lit, la peluche, celle qu'on avait retrouvée retournée, est maintenant assise, face à elle. Elle recule, trébuche. Un bruit de verre brisé retentit dans la cuisine. Alice court, haletante. Là, sur la table, son téléphone fixe clignote. Un message vocal. Elle appuie. Voix enregistrée, grésillante. « Tu n'aurais jamais dû mentir, Alice. » Le message se termine sur un souffle. Et un rire d'enfant. Elle raccroche, tremblante. Le téléphone sonne de nouveau. Cette fois, l'écran affiche « Numéro privé ». « Qu'est-ce que vous voulez ?» Une voix douce répond « Viens jouer avec nous, maman. » Silence. Puis des bruits de pas qui courent dans le couloir. Alice laisse tomber le combiné. Les lumières vacillent. Quelque chose frappe contre la porte d'entrée. 3 coups secs.
Elle approche lentement, retient son souffle. Quand elle regarde par le judas, il n'y a personne, mais sous la porte, glissé comme une lettre, un papier humide. Elle le ramasse. C'est un dessin d'enfant, 2 silhouettes qui se tiennent la main. Derrière, écrite au crayon, on t'attend dans le jardin. Son, souffle du vent, cri lointain d'un animal. La porte s'ouvre lentement. Elle sort. Le jardin est vide, sauf un petit jouet à moitié enfoui dans la terre. Elle le reconnaît. C'est la voiture rouge de son fils. Et dessous, gravé maladroitement, « Maman ». Le cri qu'elle pousse ce soir-là réveille tout le quartier. Mais quand la police arrive, Alice a disparu. La maison est ouverte, la peluche posée sur le perron. À l'intérieur, le téléphone continue de sonner. Et dans le combiné décroché, une respiration d'enfant. Coupure nette, silence total. Le lendemain, la maison Crimmins est vide. Pas de lutte, pas de sang, rien. Juste cette odeur persistante de talc et d'eau stagnante, comme si l'air lui-même refusait de partir. Les inspecteurs fouillent chaque pièce. Dans la chambre de Missy, ils trouvent le dessin d'enfant épinglé au mur. Quelqu'un y a ajouté un nouveau trait, grossier, tremblé, une 3e silhouette. Sous le dessin, une phrase au stylo bleu. Maintenant, on est tous ensemble. Musique, nappe sombre, respiration lointaine. Les appels téléphoniques cessent ce jour-là. Les voisins disent n'avoir plus jamais vu personne dans la maison. Mais la nuit, parfois, une voix d'enfant se ferait entendre, chuchotant des mots incompréhensibles. Certains jurent avoir vu, par la fenêtre du salon, une femme aux cheveux roux qui berce quelque chose dans ses bras. Le dossier reste officiellement ouvert, classé comme disparition inexpliquée. Les enregistrements d'interrogatoire, eux, disparaîtront des archives. Et sur la dernière bande survivante, on entend la voix d'un policier dire, avant la coupure, « On ne parle plus de cette affaire ». Grésillement, silence, puis un rire d'enfant, très lointain. Des années ont passé. La maison Crimmins a été revendue 3 fois, mais jamais habitée plus de 6 mois. Chaque locataire raconte la même chose. Le téléphone sonne à minuit 47 exactement, et quand on décroche, il n'y a qu'un souffle. Parfois, un rire d'enfant. Un soir d'automne, une étudiante en criminologie s'y installe, fascinée par le mystère. Elle veut écrire un mémoire sur les disparitions inexpliquées du XXIe siècle. Le premier soir, elle découvre dans le grenier une boîte poussiéreuse, fermée par une ficelle bleue. À l'intérieur, des photos jaunies, des jouets d'enfants et un procès-verbal original jamais publié. Sur la dernière page, en bas, une note manuscrite. Retrouvée le 14 juillet 2011, Alice Crimmins, déshydratée, incapable de parler. Déclare avoir revu ses enfants dans son rêve avant de disparaître une seconde fois. La jeune femme frissonne. En relevant la tête, elle croit voir, dans le miroir du grenier, 2 silhouettes minuscules derrière elle. Quand elle se retourne, rien. Mais sur le plancher, les mots apparaissent, tracés dans la poussière. « Maman nous a trouvés ». Le son s'étire. Une respiration lente, comme un murmure proche de l'oreille. « Tu crois que les morts reviennent quand on parle trop d'eux ?» L'image se fige. L'écran devient noir. Puis un dernier son, sec, résonne. Un téléphone qui sonne 1 fois, 2 fois, puis s'arrête. Voix du narrateur en souffle final. Le mystère Crimmins reste entier. Était-elle coupable, folle, ou simplement une mère qu'on a trop jugée? Certains secrets ne se résolvent pas. Ils se répètent. Bruit de bande magnétique qui s'arrête. Écran noir.